Bonjour, alors suite sur Bergson, et le langage dans la pensée et le mouvant. Donc on passe maintenant à une nouvelle question. Qu'est-ce que la raison? On appelle couramment et peut-être imprudemment raison cette logique conservatrice qui régit la pensée en commun. Conversation ressemble beaucoup à conservation. Donc on appelle couramment et même il nous dit peut-être imprudemment raison, quelque chose qui est une logique conservatrice qui organise et régit la pensée en commun, la pensée sociale. Ce qu'on appelle raison relève de la pensée en commun, ce n'est pas en fait la raison scientifique ni la raison philosophique. Et on remarque que conversation ressemble beaucoup à conservation. Donc le fait que la pensée en commun soit une conversation fait que c'est aussi une conservation. Les mots sont conservateurs, ils ont fixé des points de vue de la société. Donc ce qui se passe, c'est que effectivement, c'est la conversation qui va exercer son autorité sur la pensée en commun. La conversation est la maîtresse du domaine du langage commun. Théoriquement, en effet, la conversation ne devrait porter que sur les choses de la vie sociale. Donc si elle restait sur son strict terrain, ce seraient simplement les choses sociales, comme effectivement les événements, les gens, les activités sociales, etc. Et l'objet essentiel de la société est d'insérer une certaine fixité dans la mobilité universelle. Donc on ne peut pas se contenter du flux universel des choses, mais pour fonctionner, il faut fixer, mettre des étiquettes, mettre des mots pour avoir une action pratique, grossière mais efficace sur les choses. Autant de sociétés, autant d'îlots consolidés, ça et là, dans l'océan du devenir. Donc chaque société va jeter un filet de langage dû à sa culture sur les choses, et chaque société va consolider les choses d'une certaine manière. Cette consolidation est d'autant plus parfaite que l'activité sociale est plus intelligente. Donc plus la culture se développe, plus l'intelligence se développe et la conceptualité se développe, plus il va y avoir de consolidation, c'est-à-dire plus le langage va devenir un langage finalement proche d'un langage, on pourrait dire, scientifique, adapté en fait à la matière, c'est-à-dire un langage technique, comme on le voit par exemple en Occident, où le langage est plus technique que dans des tribus traditionnelles qui ont encore une grande part de symbolique. Alors quel est le fonctionnement de l'intelligence générale? L'intelligence générale, faculté d'arranger raisonnablement les concepts et de manier convenablement les mots, doit donc concourir à la vie sociale, comme l'intelligence, au sens plus étroit, fonction mathématique de l'esprit, préside à la connaissance de la matière. Donc l'intelligence générale, c'est quoi? Eh bien, cette intelligence générale, c'est l'intelligence commune, c'est la faculté d'arranger de manière raisonnable les concepts et de manier convenablement les mots, et son but, c'est la vie sociale. L'intelligence générale est faite pour la vie sociale, pour agir de manière pratique dans des situations courantes. Elle a donc en fait finalement la même visée que l'intelligence spécialisée et scientifique qui fonctionne de manière mathématique et qui préside à la connaissance de la matière. C'est donc un deuxième type d'intelligence plus spécifique, plus intellectuel et en même temps plus précis. Mais c'est à l'intelligence générale que l'on pense quand on dit d'un homme qu'il est intelligent. Quand on dit d'un homme qu'il est intelligent, on ne pense pas à l'intelligence technique spécialisée mathématique, par exemple de la physique, mais on pense à la capacité, effectivement, d'entrer dans le langage commun. On entend par là qu'il a de l'habileté et de la facilité à manier ensemble les concepts usuels pour en tirer des conclusions vraisemblables, probables, raisonnables. Alors, quelles sont les limites de l'homme intelligent? On ne peut d'ailleurs que lui en savoir gré tant qu'il s'en tient aux choses de la vie courante pour laquelle les concepts ont été faits. Mais on n'admettrait pas qu'un homme simplement intelligent se mêlât de trancher les questions scientifiques alors que l'intelligence précisée en sciences devient esprit mathématique, physique, biologique et substitue aux mots des signes mieux appropriés. Donc l'homme intelligent
on est content qu'il existe, en quelque sorte, on est content de sa facilité à manier les concepts, tant que ce sont des concepts de la vie courante, puisque les concepts du langage ont été faits pour ça, hein, pour la vie courante. Mais maintenant, désormais, et puis depuis le XVIIe siècle, on n'admet pas qu'il se mêle de science, puisqu'on reconnaît en science qu'il y a un esprit spécial, un esprit mathématique, qui s'étend à la physique et même à la biologie, et qui va substituer aux mots courants des signes ou des symboles beaucoup mieux appropriés. Mais paradoxalement, en philosophie, ce n'est pas le cas. Hein. Alors que la philosophie devrait être quelque chose de très spécialisé, et que justement ces questions ne relèvent plus d'ailleurs de l'intelligence mais de l'intuition, eh bien non, on admet que l'homme intelligent, c'est-à-dire l'homme de l'intelligence, l'homme de l'intellectualité, y est compétent. Et c'est là une confusion majeure. L'homme intelligent, c'est celui qui parle vraisemblablement de toute chose, mais qui du coup va rester dans le vague, alors que la philosophie doit être précise, et en plus la philosophie ne peut pas se servir principalement de l'intellectualité, mais elle doit se servir avant tout de l'intuition. Donc voilà.